Alors nous allons commencer. Merci à vous de votre présence. Nous accueillons aujourd'hui Madame la professeure Joanna Gornikiewicz de l'Université de Cracovie, dont les travaux portent principalement sur l'analyse contrastive de faits de langue et notions grammaticales entre le français et le polonais dans une approche scientifique et une ouverture didactique. Aujourd'hui, l'exposé de Joanna Gornikiewicz dont nous pouvons lire le titre, La question de la personne dans les énoncés infinitifs indépendants en français et en polonais. Le sujet sémantique est l'agent de véridiction. Donc, dans cet exposé, sans paraphraser le résumé annoncé, elle nous parlera notamment de sujet de l'infinitif, donc un sujet, une question particulièrement complexe. Donc, je vais laisser la parole dès maintenant à Joanna Gornikiewicz. Merci à vous. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Pour ne pas perdre trop de temps, je commence tout de suite parce que mon exposé est assez long. Euh, ok, donc je commence. Euh, je peux pas faire défiler les diapos, pourquoi? Ah, si, je peux, avec ma souris, pardon. Ok, je commence. La question de la personne dans les énoncés infinitifs indépendants en français et en polonais. Donc, la présente contribution propose une description des énoncés indépendants et non elliptiques contenant un prédicat infinitive en polonais et en français du point de vue de leur rapport avec la notion de la personne. Elle comporte cette contribution deux volets et fait ainsi allusion aux deux éléments de l'appellation binominale que les infinitifs indépendants reçoivent dans les descriptions francophones. Donc, on a d'un côté l'infinitif et il sera question de l'infinitif, du sujet de l'infinitif puisqu'on parle de la personne, et les valeurs modales correspondant à des actes fondamentaux. Pour ce qui est du sujet de l'infinitif, il faut dire que si un groupe infinitif est inapte à sélectionner le premier argument, l'absence de sujet dans le système formel de la phrase reste toujours interprétable au niveau sémantique. L'infinitif serait doté d'un actant implicite, interprétable en contexte, et dans le cas des infinitifs indépendants, cet actant redevient obligatoire, son référent est humain ou assimilable comme tel. Et dans son extension maximale, il englobe tout individu susceptible soit de jouer le rôle de l'agent du procès, soit d'être dans l'état représenté par l'énoncé. On le retrouve grâce à la connaissance de la situation de communication ou à l'écrit grâce au dispositif énonciatif propre à chaque genre. Au niveau grammatical, on associe le sujet à la catégorie de la personne, intrinsèquement liée à l'infinitif, et au niveau pragmatique, il reste en rapport avec les rôles énonciatifs, ou plutôt locutifs au sens de Maguenot, locuteur, allocuteur et délocuté ou délocutif. Euh, Quant au deuxième élément de l'appellation, il s'agit des valeurs modales, couramment distinguées que l'infinitif pivot d'un énoncé indépendant reçoit du contexte et qui sont liées à l'apparition de différents types de phrases ou actes illocutoires. Et maintenant, si l'on définit le comment énoncer comme une attitude modale envers la valeur de vérité que véhicule l'énoncé, et que l'on circonscrit la prise en charge qui est traditionnellement associée à l'expression de la subjectivité du locuteur, en fonction des paramètres temporels, c'est-à-dire le moment de prise en charge, personnel, l'inclusion des acteurs de véridiction supplémentaire, et extralinguistique, le mode de prise en charge en mots ou bien en actes, on pourra définir les actes de base auxquels sont conventionnellement associés les différents types d'énoncés à pivot infinitive-val, interrogatif, exclamatif, optatif, injonctif, pour ensuite proposer, compte tenu des critères retenus, une brève visite à la variété des emplois de l'infinitif indépendant, en revenant au passage à la question du sujet sémantique, autrement dit interprétatif, de l'infinitif. Dans une perspective interactionnelle, on peut définir cinq valeurs modales correspondant à cinq actes de base. Donc l'assertion, comme une proposition assumée par le locuteur, la proposition est validée au cours de sa propre énonciation, donc au moment de l'énonciation, donc à T0. Ensuite, la question est l'injonction comme une proposition dont la validation par l'allocuteur est attendue dans l'après-énonciation sous la forme d'une réponse pour les questions
et d'un comportement sollicité pour les injonctions. Le souhait comme une proposition dont la validation dans l'après-énonciation n'est pas attendue par manque d'acteurs de véridiction, et l'exclamation comme une proposition dont la validation dans l'avant-énonciation est assurée par une source directe. Donc, on retrouve cette dimension indexicale de l'exclamation en mot ou en acte. Sur la base de la réaction attendue de l'allocuteur, donc le critère, c'est plus ou moins coopération de l'interlocuteur, nécessaire pour qu'un acte atteigne son but. Ces actes se répartissent en deux grands groupes. Actes interactifs, je veux que tu saches, tu dises, tu fasses que, ou bien si, P. Et actes expressifs, je sens que P. Mhm. Donc, pour ce qui est des énoncés à pivot infinitive dans les deux langues, on retrouve des structures qui sont conventionnellement associées à la question, à l'injonction, au souhait et à l'exclamation, c'est-à-dire des énoncés interrogatifs, injonctifs, optatifs et exclamatifs. Et aujourd'hui, puisqu'il a fallu restreindre la thématique, je ne parlerai pas de l'infinitif injonctif. Tout de suite, j'aimerais bien rectifier une petite erreur dans le résumé. J'ai mis, je ne sais pas pourquoi dans la première ligne, il y a injonctif. Et justement, je ne vais pas parler de l'infinitif injonctif aujourd'hui. Donc, je commence par l'infinitif interrogatif et les critères pris en compte pour l'étude des valeurs de l'infinitif interrogatif. Donc, puisque dans une perspective illocutoire, les énoncés interrogatifs sont conventionnellement associés à l'acte de questionner et que la question est considérée comme une demande de dire adressée à l'interlocuteur, la demande de réponse y est perçue comme l'élément fondamental, une propriété inhérente de la question. Toutefois, les structures infinitives qui constituent l'objet de notre analyse apparaissent dans des contextes variés et n'ont pas toutes la valeur communicative de question. On va privilégier donc, à l'instar de Bonhomme, une conception élargie de la question, reposant sur une valeur illocutoire fondamentale, susceptible de donner lieu à des variations. Cette valeur sera définie comme l'expression adressée d'un doute sur une assertion ou bien un fait. Ce sera le critère numéro 1 qui permettra de séparer les questions des énoncés exclamatifs, lesquels seront considérés comme une expression non adressée. Donc, quant aux questions, pour affiner le classement, on va ajouter les critères suivants. Le type de doute, sincère, fin ou mixte. Le locuteur ignore, connaît ou bien se fait une idée sur la réponse. B, l'acteur susceptible de répondre. La réponse est fournie par le questionné ou bien par le questionneur, donc elle est hétérolocutée ou bien autolocutée. Elle peut être explicite ou implicite. Donc, voilà les tableaux. À cela s'ajoute le critère numéro 2, qui est pertinent pour tous les énoncés à l'infinitif, c'est-à-dire les paramètres qui sont liés à la prise en charge de l'énoncé, c'est-à-dire le temps par rapport au moment de l'énonciation et acteur de véridiction, allocuteur, locuteur, source. Avec l'aspect transitif, la dimension dialogale ou bien non transitif, la dimension métatextuelle qui en résulte. Euh, le critère 3, donc vient ensuite le critère 3 qui est pertinent pour les énoncés interrogatifs et exclamatifs. Il s'agit du caractère déontique interprétatif au sens de Sperber et Wilson de l'énoncé. Ce critère rappelle en commentaire, selon Holwood et Konitskaya, une expression déontique interprétative est une expression qui n'exprime pas elle-même une injonction, mais réfère à une injonction réelle ou bien imaginée, formulée par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à un acte de volonté, et apporte un commentaire de cet acte. Cette injonction peut être rappelée, donc rappel d'une injonction, des attentes d'autrui, ou bien annoncée, donc on anticipe une attente. Euh, En ce qui concerne maintenant les types sémantico-pragmatiques des questions au sens large, réalisés par des énoncés interrogatifs à l'infinitif, on va commencer par le doute sincère et réponse hétérolocutée. Donc, le premier groupe, il s'agit d'une demande d'information, tout simplement. On peut définir une demande d'information, autrement dit question ordinaire, à la suite de Quadrato Recchioni comme une interrogative directe
qui permet à un locuteur A de faire une demande d'information à un locuteur B, A ignorant la réponse et pensant que B la connaît. Dans les grammaires, on précise que les demandes d'information à l'infinitif comportent l'adverbe, le plus souvent l'adverbe interrogatif pourquoi, donc on a des questions partielles. Après pourquoi, l'infinitif peut désigner un fait passé ou bien présent. Donc, commençons par le fait passé, interprété ainsi grâce à la caractéristique aspectuelle, l'aspect accompli de l'infinitif composé. Donc, en effet, la forme composée indique un résultat attribuant à l'énoncé un caractère de réalité. Donc, la question porte sur un événement qui s'est effectivement produit. Donc, on a cette actualisation aspectuelle et le repérage temporel peut être inféré, donc l'action est antérieure au résultat. Le procès appartient au passé et l'infinitif équivaut à un passé composé, ce qui favorise l'interprétation de véritables questions. Donc, le premier exemple, on est une illustration. Donc, pourquoi avoir attendu tant d'années pour tuer son père? Et en polonais, donc, vous voyez, j'ai mis quelques explications, des explications grammaticales. On a une forme du passé. Donc, l'infinitif n'est pas possible. En ce qui concerne le sujet de l'infinitif, donc donc on pose la question sur un délocuté, donc un délocuté, donc elle, il, c'est l'agent de l'action dénoté par l'infinitif. Donc ici c'est elle, donc c'est une fille. L'adverbe et le repérage est contextuel. L'adverbe interrogatif pourquoi, dans les énoncés construits autour d'une forme composée de l'infinitif, introduit une vraie interrogation paraphrasable par pour quelle raison. Celle-ci porte sur la cause de l'action effectuée par un agent identifiable contextuellement, comme dans le premier exemple, ou bien plus rarement contextuellement, c'est l'exemple numéro 2, grâce à la présence de certaines traces morphologiques indirectes au niveau microsyntaxique ici, intraclausal, comme dans 2. Pourquoi t'être évadé? Donc on a ce pronom réfléchi. Euh, Pourquoi t'être évadé? Il te restait peu de temps à tirer. Euh, le sujet, donc on voit bien, c'est tu. Donc la question porte sur l'action effectuée par l'allocuteur en ce qui concerne le rôle locutif. Et le pronom corréférentiel au sujet, l'interprétation réfléchie, contribue à l'identification du sujet sémantique du contrôle. Dans 3, il n'y a pas de traces morphologiques, mais la traduction montre qu'il s'agit donc la traduction montre, mais aussi pour la version française, le contexte, montre qu'il s'agit de l'allocuteur, mais il est, vous voyez, cette fois-ci, donc la personne c'est vous. En polonais, c'est la troisième personne, grammaticalement, c'est le pronom pan, mais c'est, à vrai dire, la deuxième personne allocutive, d'accord? Donc, pourquoi avoir fait cela? Donc, pourquoi vous avez fait ça, monsieur? N'est-ce pas? Bon, plus ou moins. En revanche, dans 4, donc pourquoi avoir fait une chose pareille? Comme le complément d'objet direct ici est un syntagme indéfini, je cite Turner, l'énoncé est valable pour tout sujet susceptible d'instancier la place de terme de départ de la relation, et ce à tout moment. Terme de départ, donc ce sujet sémantique. Donc, on va dire le sujet, c'est tout sujet, tout référent qui peut prendre cette place. Le polonais, privé de ce type d'opposition aspectuelle, donc accompli, non accompli, cette opposition n'est pas grammaticalisée en polonais, recourt à une forme du passé. En ce qui concerne le français, l'emploi de l'indicatif serait tout à fait naturel, voire attendu, mais le recours à l'infinitif présente pourtant pour le locuteur un avantage indéniable dû à l'absence de sujet. L'événement sur lequel on interroge apparaît comme, et je cite F. Pontier, détaché de la situation et des circonstances qui l'ont vu naître et est en quelque sorte envisagé pour lui-même. Donc ensuite, on a parlé des faits passés. La forme simple euh, est aussi attestée dans ce type de questions, notamment dans l'exemple suivant. Ah non, attendez, pardon, il est l'exemple 5. Mais pourquoi
Irtman t'a choisi toi. Pourquoi t'as tiré jusqu'ici? Donc ici, on a une forme simple, donc on est privé de cette actualisation aspectuelle. La forme simple, ici, vaut pour la forme composée et bien sûr, la forme de l'infinitif ne permet plus d'inférer le repérage temporel. En ce qui concerne le sujet, c'est il, Irtman, d'élocuter, le rôle, c'est son rôle. Euh, et on voit bien le passé dans la traduction. Ensuite, dans l'exemple 6, l'infinitif désigne cette fois-ci un fait présent. Donc, j'ai tué la mère 2 mois plus tard, etc. Pourquoi me raconter tout ça? Dans la traduction polonaise, on a bien un présent. Donc, en quelque sorte, cette traduction extériorise donc la valeur temporelle. En ce qui concerne le sujet, cette fois-ci, c'est tu, donc l'allocuteur. D'accord. Passons maintenant aux questions dites déontiques, qui cette fois-ci sont propres, donc ce type de questions infinitives est propre à la langue polonaise en ce qui concerne la réalisation infinitive. Ces questions dites déontiques servent à obtenir non pas une information, mais une directive. Il s'agit des interrogations qui anticipent une directive de l'allocuteur. Et les questions constituées par un infinitif, donc en dépit du caractère impersonnel de cette forme, elles réfèrent au locuteur questionneur, agent potentiel d'une action dont la réalisation est perçue comme possible. L'exécution de l'action offerte par ce dernier dépend de l'accord de l'allocuteur, qui peut être ou non directement concerné par l'action. Quant à la volonté manifestée par l'allocuteur, elle est perçue comme plus ou moins contraignante pour le locuteur et va d'un ordre ferme vers un simple conseil. Les exemples suivants, donc 7, 8 et 9, montrent que l'infinitif peut en polonais servir de pivot dans une question déontique aussi bien totale, c'est l'exemple 7. Donc on a donc la traduction c'est voulez-vous que je vous faxe et on a juste l'infinitif faxé en polonais. Euh, 8 questions, une question totale. Cette fois-ci, l'original est français. Qu'est-ce que je vous sers? Traduit par un infinitif, une question partielle, formule figée. Et là, l'exemple suivant, l'original cette fois-ci est polonais, traduit par ou en creuse. D'accord? Ou en creuse. Des gens chargés ont demandé ou en creuse. Ajoutons à cela la personne amplifiée, voilà, c'est l'exemple 9. Donc, on a le sujet je ou bien non, la personne amplifiée au sens de Benveniste. Il faut dire aussi qu'on voit bien dans la traduction, on a on, mais très souvent on rencontre dans les traductions on pour je, tout simplement, pas forcément pour on. Bien. Oui. Mhm. Euh, En ce qui concerne maintenant l'exemple 7, l'équivalent distributionnel de l'infinitif polonais, c'est la construction mieć, c'est avoir déontique en polonais suivi de l'infinitif. Donc, cette construction qui est illustrée dans 7a, que 7a illustre, donc cette construction, elle s'emploie à toutes les personnes. Même si elle est apte à former une expression déontique interprétative seulement à la première personne. D'accord? Une question posée à une autre personne grammaticale est une simple demande d'information. Ainsi, la différence entre, disons, faxer, donc voulez-vous que je vous faxe, et mam przefaxować, donc avoir plus l'infinitif, ne concerne que le caractère explicite du sujet et pragmatiquement, recourir à une marque explicite du sujet agent est un moyen de s'assurer que l'allocuteur comprenne ou ait bien compris qui est censé effectuer l'action. En même temps, on insiste sur l'attente de l'accord, sur l'accord. L'énoncé 10, qui provient d'un film, illustre
Ce besoin de précision, l'un des protagonistes prononce à deux reprises le même énoncé, c'est une question alternative, parce qu'il est soucié d'obtenir l'accord conscient de sa compagne. Et il dit, bon, littéralement, je te caresse ou je ne te caresse pas, donc traduit dans les sous-titres par je touche ou pas. Eh bien, passons maintenant, je crois, au groupe suivant. Donc, demande une expression déontée. Comme le soulignent les grammairiens, donc Sainte-Fête, Frontier par exemple, dans les interrogatives directes introduites par un mot interrogatif, l'infinitif s'emploie au lieu du verbe fini dans le cas où l'expression porte sur ce qui doit ou peut être fait, donc sur un procès envisagé de manière prospective. On a une modalité déontique. Ces questions attendent une expression déontique et pour ce qui est des questions adressées à l'allocuteur, on a l'exemple 11. Je pensais tout de suite à l'expression donc, figée, comment faire pour aller, pour accéder, etc. En polonais, on va avoir donc, le mot interrogatif et l'infinitif. Donc le sujet, c'est je. Et cette directive qui est attendue, c'est, on peut dire, une demande d'instruction, n'est-ce pas? Le sujet c'est je, mais on peut généraliser, donc il tend vers le générique. Donc en général, comment peut-on faire? Maintenant, le doute sincère, toujours mes réponses autolocutées, cette fois-ci, et on a des questions déontiques, les questions déontiques délibératives. Euh, je crois que la remarque que je viens de citer des grammairiens français porte avant tout sur les emplois délibératifs. Donc, les questions déontiques retrouvent de façon naturelle leur place dans un discours de type délibératif dans lequel l'unique fonction des questions directes est d'énoncer le problème que le locuteur va traiter. Elles ne visent nullement à provoquer une réponse du destinataire. C'est la déclaration d'ignorance la plus primitive. Le locuteur, il est censé résoudre ses dilemmes seul, et l'exemple 12, qui provient d'un album de bande dessinée, illustre cet emploi. Donc, il ne bouge pas, et l'eau qui monte toujours, que faire? Donc, le sujet, c'est je, pardon, le locuteur. C'est Milou, compagnon inséparable de Tintin, qui tente de réveiller son maître, qui a échoué sur un rivage évanoui. Et pris de panique, seul sur le rocher, le petit chien commence à réfléchir dans l'espoir de trouver une solution. Si délibérer en son fort intérieur nous permet d'optimiser nos ressources cognitives afin de mieux nous concentrer, de focaliser notre attention sur ici, maintenant et maintenant, et nous aide à prendre au final une décision, il n'est pas exclu de s'adonner à un débat introspectif volontaire devant quelqu'un afin de gagner un peu de temps. C'est notamment le cas de l'exemple 17 que je présenterai tout à l'heure, ou dans l'intention d'obtenir un conseil de cet allocuteur potentiel. Il se peut aussi que faire échappe à une personne en détresse, presque inconsciemment, et témoigne de son désespoir. Ce qui est arrivé à cette pauvre Marthe des terres inconnues, euh, qui finira par se jeter dans la rivière, ayant appris que son fiancé était parti. Ayant appris que son fiancé était parti, donc elle fuyait comme une bête, elle portait la main à ses tempes, et jetant autour d'elle un regard de démon, elle répétait machinalement, que faire, mon Dieu, que faire? Et on a exactement la même structure en polonais. À y regarder de plus près, on verra que cette possibilité est exploitée dans la littérature, l'objectif étant certes différent, donc faire délibérer un protagoniste permet de dévoiler au lecteur ou au spectateur ses pensées, ainsi aux exemples 12 et 13, donc aux exemples précédents, qui bien sûr peuvent être analysés dans cette perspective parce qu'ils proviennent de ce type de texte. On a quand même des dialogues. Il faudra ajouter les interrogatives de la délibération intérieure d'un monologue de théâtre, comme dans l'exemple 14. Donc, on a ce passage du monologue d'Harpagon qui crie au voleur, que ferais-je pour le retrouver ou courir ou ne pas courir?
En polonais, c'est la même chose. On a même un infinitif en plus dans la phrase que ferais-je pour le retrouver? Elle est à l'infinitif en polonais. En ce qui concerne le sujet, c'est je, donc le rôle, c'est le locuteur. Si on parle de la littérature, ajoutons que, comme le souligne Sandfeld, ces interrogatifs directs apparaissent très souvent en style indirect, ajoutons libre. Et effectivement, les interrogatifs qui évoquent les pensées d'un personnage dans un roman sont décrits dans les grammaires comme relevant du discours indirect libre, les interrogatives infinitives. Même si ces structures ne peuvent pas connaître les transformations liées au point de vue du rapporteur et affectant directement le verbe. Donc, il s'agit de la catégorie du temps et celle de la catégorie de la personne. Dans le deal appelé discours intérieur, le locuteur se confond avec un énonciateur dont il évoque explicitement ou non la pensée, le sentiment ou le dire. Dès lors, on ne sait pas qui prend en compte, ou bien va prendre en compte, à t plus 1, la valeur de vérité. Et voici en 15 un exemple. Donc, Kirsten avait la sensation d'un nuage d'encre noire, qu'un nuage d'encre noire obscurcissait ses pensées. Que faire? Elle était venue sans armes. Où était Martin? Et on a exactement la même structure en Pologne. Donc, le sujet, c'est je, donc c'est l'interprétation privilégiée. Dans ces questions, le procès, dans ce type de questions, le procès est envisagé sous un aspect prospectif relevant du domaine du non certain. Donc, la relation envisagée par le locuteur peut être considérée aussi comme ayant une portée générale. Comme dans l'exemple suivant, qui provient du Germinal de Zola, Étienne, qui cherche du travail dans un pays, dans ce pays affamé par le chômage, donc il se pose la question où aller, que devenir, laisser derrière un mur sa carcasse de chien perdu. On a exactement les mêmes structures en polonais. Donc le sujet c'est je, mais on généralise aussi donc moi et tous les pauvres de ce pays. Donc, le contexte autorise cette interprétation. En ce qui concerne l'infinitif dans une interrogative totale, donc laisser derrière, etc. Donc, par exemple, Crévis Gauss note quand l'infinitif est possible dans un style rapide. Donc, l'infinitif dans une interrogation totale a le caractère d'une possibilité. Donc, c'est une alternative à aller quelque part et faire quelque chose, dont la réalisation est l'objet de l'interrogation. Il semble donc qu'une interrogative totale doit être juxtaposée à une question partielle délibérative, ou du moins que celle-ci soit récupérable contextuellement. Ok. Donc, j'ai annoncé l'exemple 17. Voilà, pour gagner un peu de temps, on peut poser une question délibérative également. Donc, c'est l'exemple 17. Donc, les questions déontiques et les questions déontiques délibératives peuvent revêtir en polonais la même forme. La situation est différente en français où une interrogative infinitive est interprétée préférentiellement comme délibérative. Bon, elle est interprétée comme délibérative. Et le traducteur français de l'exemple 17 a donc dû s'appuyer sur les informations contextuelles pour lever l'ambiguïté, parce qu'en polonais, c'est ambigu. Et en français, on a que vous raconter en premier, madame. Donc, elle s'interroge pendant un moment. Moi-même, je ne sais pas. Donc, c'est toujours la même personne qui parle. Que vous racontez en premier, madame, répète-t-elle, etc. Donc, on voit bien une réflexion. Le sujet, c'est bien sûr je, donc le rôle, c'est le locuteur. Maintenant, passons au doute mixte et le caractère métatextuel. Donc, il s'agit des questions déontiques écho et questions déontiques de rappel. Donc, une question déontique peut être posée dans le but de s'assurer qu'on a bien compris ou pour mettre en relief la réponse. Elle peut aussi signaler qu'on n'est pas à l'aise avec la question. Et dans la littérature, le terme qui apparaît le plus souvent est celui de question écho. Mais certains chercheurs tiennent à subdiviser la classe en questions écho et questions de rappel. Les deux types entretiennent un rapport étroit avec le contexte précédent, donc on a ce caractère métatextuel, et sont paraphrasables par As-tu dit X
où X est l'expression à laquelle la question fait écho. Les questions écho en ce qui concerne leur structure sémantique font partie des questions totales. Celles de rappel suivent les paradigmes des questions partielles. Et les exemples, les questions qui nous intéressent sont des réactions à une directive. Voilà. Donc, on peut prendre tout de suite l'exemple 20. Donc, rappelle-moi si le signal bouge, te rappeler, mais c'est ton portable qu'on a volé. Donc, on a exactement la même structure. Donc, on voit bien te rappeler, cette question fait écho à rappelle-moi, qui est une directive. Il est également possible de tomber sur des structures écho dans un type particulier de texte, mais je crois que je vais sauter cet exemple. Je passe tout de suite au doute fin et à la réponse hétérolocutée. Donc, les questions d'examen déontique. Les questions d'examen expriment un doute fin et ont pour milieu naturel une situation de communication hiérarchiquement inégalitaire. Ils sont posés dans le but d'obtenir une réponse de la part d'un allocuteur en situation d'apprentissage. Et si, en ce qui concerne le contenu de la réponse, le questionneur a une idée précise de ce qu'il veut entendre, le doute est, dans la plupart des cas, sincère quant à la question de savoir si le questionné est capable de satisfaire ses attentes. Les questions déontiques ne sont pas étrangères à ce genre de discours, mais même si elles ne jouissent pas du privilège de la préférence auprès des auteurs de ce type de texte. Donc l'exemple 22 est une question officielle provenant des vérifications pour le permis B publié par le ministère de l'Intérieur français, où on a bien un infinitif. L'examen du texte parallèle polonais montre que ces auteurs ont opté dans la même question pour la deuxième personne singulier du futur perfectif. Un infinitif libre aurait certes été possible, comme dans l'exemple 23, qui cette fois-ci, c'est une question d'examen pour l'un des permis bateau en vigueur en Pologne, publié par l'Association polonaise de yachting. Et la traduction en français, c'est comment la réparer en toute sécurité. Donc, on voit bien, on a ici un infinitif. Euh, Passons au doute fin et réponse autolocutée. La première sous-classe, les subjections déontiques. Donc, les expressions adressées d'un doute fin peuvent être suivies d'une réponse autolocutée explicite et sont appelées, à l'instar de Bonin, subjections. Chez Fontanier, la subjection est l'une des figures de style par tour de phrase qui subordonne et soumet en quelque sorte à une proposition le plus souvent interrogative, une autre proposition le plus souvent positive qui lui sert de réponse, d'explication ou bien de conséquence. Fin de citation. Les structures infinitives indépendantes forment des subjections déontiques. Elles jouent le rôle de questions introductives, soit celles qui peuvent servir à proposer dans la conversation un nouveau thème ou sous-thème. Le locuteur semble délibéré, mais il connaît la réponse et il ne va pas tarder à la fournir. Or, comme dans l'exemple 24, donc que faire, j'ai la traduction, que faire à Florence, que faire face à Sébastien, percé de flèches, etc. Admirer, regretter, fuir. Admirer, regretter et fuir. Il n'est pas d'autre issue, vous y êtes condamné. Donc, on l'a déjà vu, l'infinitif dans une interrogation totale, donc on a admiré, regretté, fuir avec des points d'interrogation, a le caractère d'une proposition, d'une suggestion, dont la réalisation est faite l'objet d'une interrogation. Et dans la dernière phrase, dont on répète les mêmes infinitifs, ils sont employés dans la réponse et font connaître le contenu de la suggestion. Les subjections servent aussi souvent de titre, ouvrant la voie au développement de la problématique du thème abordé, et très souvent il s'agit d'indiquer le moyen. À la fin, on a les questions déontiques rhétoriques. Donc, si la réponse autolocutée reste implicite, une question déontique est interprétée comme rhétorique.
Rappelons, chez Fontanier, ce type de question fait partie de la même classe de figure que la subjection, du fait qu'elle ne marque pas un doute, un vrai, et n'attend pas de réponse hétérolocutée. Je cite, indiquant au contraire la plus grande persuasion. Fin de citation. Quant au linguiste, il se prononce en faveur de l'un ou de l'autre de ces statuts énonciatifs, vraie ou fausse question, tout en expliquant à des fins définitoires le rapport particulier que la question rhétorique entretient avec la négation, que ce soit dans une perspective pragmatique, une polarité inverse résultant d'une implication pragmatique chez Bourdieu, par exemple, ou sémantique, le dictum thématique basé sur la négation chez Danielewicz. Pour notre part, nous avons accueilli ces interrogatives interprétées ou interprétables comme rhétoriques dans le champ de la question, en admettant que le locuteur, au moment même de la formulation de sa question, c'est-à-dire à T0, fait état de la non-vérité de la proposition formulée. Ces interrogatives sont déontiques en ce sens qu'elles font semblant d'appeler une directive tout en soulignant l'irréalité du comportement alternatif par rapport à celui qui a effectivement été choisi. L'exemple 25 en constitue une illustration possible. Euh, Regardons la traduction. J'espère, oh, vous êtes réveillés. J'espère que vous ne réagirez plus avec autant de dégoût à votre retour dans la réalité. À quoi bon revenir, soupira Mock. Donc, le sujet de l'infinitif, c'est bien sûr je, le locuteur, mais la généralisation en tout sujet dans une telle situation est tout à fait acceptable. En guise de conclusion pour cette partie, donc pour les interrogatives, j'ai mis un petit tableau. Je vais juste préciser en ce qui concerne le sujet de l'infinitif. Donc, pour une demande d'information, on a donc, tout sujet, chaque personne grammaticale est possible comme sujet sémantique. Dans les questions déontiques, l'action offerte, c'est je, donc le locuteur. Dans une demande d'une expression déontique, c'est je, mais la généralisation, donc on, c'est possible, est possible. La question déontique délibérative, c'est je, avec cette possibilité également de généralisation. Donc on. Les questions écho et de rappel, c'est je, le locuteur. En ce qui concerne les questions d'examen, déontique d'examen, moi je dirais avant tout c'est général, donc c'est on et ensuite on s'adresse à l'interlocuteur, donc c'est tu. La réponse, la subjection des déontiques, donc on peut hésiter, ou bien on part de on général vers je, ou bien l'inverse. Et la même chose pour les questions déontiques rhétoriques. Passons maintenant aux exclamatives. Donc, l'infinitif exclamatif à l'infinitif optatif. Contrairement aux questions qui constituent des actes interactifs, il s'agit des actes expressifs dans les deux cas, c'est-à-dire d'une expression, donc un acte expressif, c'est l'expression de l'opinion, du jugement du locuteur. L'acte n'a pas à être ratifié par l'allocuteur. Il n'est qu'un simple témoin. Il n'est qu'un simple témoin. Donc, il s'agit d'une expression non adressée selon le critère numéro un. Selon le critère 2, on oppose le souhait et l'exclamation, deux types d'énoncés, l'énoncé désidératif optatif et l'énoncé exclamatif. Donc, l'énoncé désidératif réalise l'acte de souhait. C'est une proposition dont la validation dans l'après-énonciation, donc à T plus 1, n'est pas attendue par manque d'acteurs de véridiction. Et on a dans ce cas-là l'infinitif octatif. Et de l'énoncé exclamatif qui réalise l'acte d'exclamation, c'est une proposition dont la validation dans l'avant-énonciation, T-1, a été assurée par une source directe, en mot ou bien en acte. Et dans ce cas-là, on a un infinitif exclamatif. Les deux sont parfois, ou bien très souvent, rangés sous la même étiquette d'infinitif exclamatif dans les grammaires. Donc, l'infinitif exclamatif, en quoi consiste l'acte de s'exclamer? Donc, c'est une expression non adressée, mais de quoi?
Dans l'acte d'exclamation, la validation à témoin 1 a été assurée par une source directe. Le locuteur a pris conscience d'un fait et à cette manifestation épistémique s'ajoute un surplus qui traditionnellement consiste en une manifestation émotionnelle. En revanche, nous émettrons l'hypothèse d'un décalage. Donc, l'exclamation exprime un décalage cognitif entre deux états de fait, entre la réalité de la situation observée en parole et acte et ce qui était attendu sur le plan des représentations. Ce décalage appelle une évaluation qui peut servir de déclencheur d'émotion. Je commence par une reprise directe de propos. On a une construction infinitive échoïque à valeur exclamative. Trois exemples illustrent cette construction. Donc, vous n'avez que faire de vous moquer. Moi, me moquer en aucune façon. La même chose en polonais. Cette fois-ci, l'original est en polonais. Elle commence à vieillir. Zosia, vieillir. Donc, Zosia, c'est Sophie. Vous vous moquez. Et trois, ici, un homme de 59 ans payer une femme, le vieux drôle. Bon, ici, on a ce qu'on appelle en polonais un opérateur modal. Et ensuite, un temps passé, je reviendrai peut-être. Bon, ici, cette juxtaposition du groupe nominal avec un infinitif n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible en polonais. Ok, parce qu'il n'y a pas vraiment de reprise directe ici. En ce qui concerne cette construction, elle est composée de deux éléments. Tout d'abord, on a deux membres. Donc, on a un pronom tonique non régi par le verbe ou bien un groupe nominal. Sémantiquement, ce groupe nominal est défini au nom. Sémantiquement, c'est un actant animé correspondant au premier argument, donc, ou bien l'argument de rang 0, donc au sujet, non sémantique, parce que le sujet syntaxique est absent, donc il n'y a pas d'argument 0. Il est absent dans une structure infinitive. Ce pronom, ce groupe nominal, est juxtaposé à une forme verbale à l'infinitif avec ou sans expansion. Cette structure, elle consiste donc en un schème formel où x est une variable qui est instanciée ou bien inférée. Le croisillon marque la juxtaposition et ensuite on a l'infinitif privé de son sujet syntaxique. Le deuxième élément, c'est une marque modale symbolisée à l'écrit par un point d'interrogation ou bien d'exclamation. Cette construction, elle est facultativement suivie d'un segment à valeur de dénégation. Donc, on n'a en aucune façon d'un 26, vous vous moquez d'un 27, ajoutant cette qualification négative, le vieux drôle, d'un 28. Sa présence ne fait que confirmer la valeur négative de la construction. Cette construction existe dans de nombreuses langues, notamment en français et en polonais aussi. Toutes les personnes sont disponibles pour intégrer la construction, donc tous les sujets sémantiques sont possibles. Quant au pronom, c'est le pronom de la première personne qui est le plus fréquent. Je n'ai pas parlé du sujet. Donc, on a bien sûr moi, donc on voit bien c'est je, la première personne, le locuteur. Ici, on a un délocuté. Ici également. En revanche, à votre âge, on retrouve, on évoque l'évocation d'une circonstance mise en rapport avec le fait nommé par l'infinitif. Donc on a le possessif ici permet de récupérer un actant animé pour l'action qui est dénotée par l'infinitif. Donc on a à votre âge, être si peu raisonnable. Donc on voit bien le sujet cette fois-ci c'est tu, donc le rôle c'est l'allocuteur. Mais bien sûr, on peut étendre l'interprétation et postuler la présence d'un sujet générique. Donc, toutes les personnes de l'âge de l'interlocuteur sont concernées. Euh, la remarque serait individuelle dans une formulation conforme au premier exemple. Donc, moi, me moquer, donc vous, être si peu raisonnable. Euh, donc, ce serait plutôt individuel.
Ensuite, l'exemple suivant, dans cet exemple, le premier membre est absent, donc on a juste l'infinitif avec son complément. C'est le contexte qui permet de retrouver le sujet sémantique de l'infinitif. Donc, on a tu as dépensé dit par le mari et la femme qui crie, bon, me parler d'argent, sans cœur, me parler d'argent. On a donc le sujet, c'est tu, toi, tu me parles. Mais bien sûr, cette généralisation est également possible. Donc, on peut aller vers on, donc vers ce terme de départ quelconque. Avec un infinitif, on a un effet généralisant. On remet en question la possibilité que quelqu'un puisse ou ait pu faire quelque chose. Autrement dit, la compatibilité entre, par exemple, moi et l'action de se moquer, bien comme ici, entre toi et me parler d'argent, par exemple. Bien, ok. En ce qui concerne maintenant les valeurs sémantico-pragmatiques de la construction et le critère numéro 3, le caractère interprétatif. Mais tout d'abord, quelques mots à propos de ces valeurs. Donc, il s'agit tout d'abord d'un énoncé à valeur échoïque, on l'a vu. La construction fait allusion à un fait déjà mentionné dans le texte ou bien possible à reconstituer. Donc, on a cet effet échoïque in absentia. Néanmoins, contrairement à une question écho, paraphrasable par as-tu dit X, où X est l'expression à laquelle la question fait écho et qui attend de la part de l'allocuteur à T plus 1 une confirmation, infirmation d'un fait validé à T moins 1, ou une précision en ce qui concerne le dit fait, la construction infinitive à valeur exclamative forme un énoncé non adressé en ce sens qu'il n'appelle pas de réaction de la part de l'allocuteur. Donc, c'est le premier critère qui est mobilisé. Cette valeur de question étant occultée, l'énoncé serait plutôt paraphrasable par S, c'est-à-dire source, a dit X quelque chose, donc quelque chose, euh, donc X est présent dans la mémoire discursive et c'est soit une directive, donc un fait en attente de validation, soit une assertion qui est modalisée ou non, donc un acte d'informer. Et on voit bien que de ce fait, la construction a un caractère interprétatif, donc c'est le critère 3, respectivement déontique, quand le locuteur présente une évaluation négative des exigences d'autrui, comme dans l'exemple qui s'affiche à l'écran. Donc, en voilà assez. Paulette, on voyait coucher les enfants. Coucher les enfants le soir de ma fête, jamais. Donc, ici, le sujet de l'infinitif, bien sûr, c'est je, c'est le locuteur. Et l'autre possibilité, la valeur épistémique, cette fois-ci, le locuteur présente une évaluation négative des suppositions, des opinions d'autrui. Et on a ici, excusez-moi, peut-être vous vous êtes trompé dans vos calculs, pardon, c'est l'exemple suivant. Dans vos calculs, nous tromper, nous, vous osez. En polonais, on a avoir plus infinitif au conditionnel, donc le conditionnel, donc l'hypothèse, mais en infinitif libre est tout à fait possible. C'est juste le choix du traducteur. Donc la preuve, vous avez ici un exemple attesté donc à la volée, donc à l'oral. Donc il suffit parfois de sourire. Moi, sourire, arrête. Donc c'est possible. Donc, on a parlé de cette construction échoïque et l'infinitif exclamatif, c'est aussi l'expérience directe, n'est-ce pas? Donc, on a cette fois-ci donc une source directe et validation en acte à témoin 1. Donc, il s'agit des exclamations qui sont fondées sur une expérience vécue et relèvent donc du révolu. On s'exclame souvent sur une situation partagée, donc on a un fait validé, sur un objet extérieur par rapport à l'objet du discours. Donc l'état de fait peut être provoqué par le locuteur, par l'inlocuteur, mais aussi par un facteur indépendant.
L'expérience qui a permis de remarquer un décalage et ensuite évaluer. La valence est positive ou négative. Cette évaluation peut éveiller des sentiments du locuteur. Et on a le premier exemple. Donc, c'est trop fort, me fermer ainsi la porte au nez. Donc ici, c'est l'évaluation du comportement de l'allocuteur qui devient délocuté, il n'est plus là. La valence est négative, le locuteur porte un jugement défavorable sur un fait qui a eu lieu une colère est éveillée. Et peut-être un exemple, je laisse ça. La valence positive, cette fois-ci. Donc, il s'agit ici d'une rencontre avec une personne exceptionnelle. Donc, à Edgar, faire la connaissance d'un homme comme toi, tu es un homme exceptionnel, etc. Donc, on voit bien ici, le sujet, c'est je, le locuteur, le sujet de l'infinitif. Donc, on voit bien la valence de l'évaluation est positive. Donc, en guise de conclusion, mon tableau, donc pour l'exclamation, j'ai repris les critères, ajoutant quelques précisions sur le sujet de l'infinitif. En ce qui concerne l'évaluation des exigences, c'est le jeu, c'est le sujet de l'infinitif, c'est le sujet interprétatif. En fait, la directive donc, les exigences, les directives sont données à l'allocuteur, n'est-ce pas? En ce qui concerne la valeur épistémique, tous les sujets sont possibles et l'expérience directe, la même chose. Donc, on a vu dans nos exemples je, il et tu est aussi possible. Je ne sais pas si on a encore 2, 3 minutes pour juste annoncer l'infinitif optatif ou on arrête parce que je suis perdue avec l'heure. Je vous en prie, poursuivez, nous avons encore. Euh, ok, donc juste de 2 mots. L'infinitif optatif, il s'agit des phrases qui sont associées à un acte de souhait, mais aussi, à un acte d'injonction. L'acte de souhait et l'acte d'injonction, dans les deux cas, on a une visée susceptible d'être réalisée ou non. Donc, une visée, c'est une description virtuelle, un état de choses à atteindre ou bien à éviter. Donc, il s'agit d'un fait qui n'est pas vrai au présent. Et l'occurrence dans les deux cas est envisagée à un moment postérieur, donc par rapport à T0. Donc, on a une relation prédicative en attente. Et ce qui distingue l'acte de souhait de l'injonction, c'est l'absence d'un responsable. Donc, c'est-à-dire de celui qui a le pouvoir de satisfaire la demande formulée, celui qui pourra valider par les actes, le plus souvent par les actes, l'énoncé. Euh, il s'agit donc l'injonction est un acte interactif et le souhait est un acte expressif. Et on a 2 exemples. Donc fuir là-bas fuir. Bien sûr le sujet de l'infinitif c'est je. Donc on a exactement la même structure. En polonais c'est très fréquent en poésie notamment. La phrase qu'on connaît, qui est une traduction de Goethe, si je ne me trompe pas, voir Naples et mourir, donc elle est très souvent citée par les grammairiens. Vous voyez, donc le sujet c'est aussi je, donc c'est la première personne le plus souvent. Euh, voilà, parce qu'en fait, l'absence de l'impératif, d'un vrai impératif à la première personne explique ce recours à l'infinitif dans les énoncés optatifs. Donc, ils sont très, très productifs. Euh, Juste pour terminer, pour conclure, voilà mon petit tableau. Donc, le sujet de l'infinitif, c'est je. Et en ce qui concerne la véridiction, le moyen, il n'y a pas d'acteur de véridiction, donc disons le moyen n'est pas pertinent. Donc c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.
Enfin, j'arrête le partage ou non? Euh, Peut-être pas encore Ok, ok, ok. des questions. Je... Merci infiniment pour cet exposé. Peut-être que on va garder le partage si certaines personnes veulent revenir sur des exemples. Oui. Voilà. Mustapha, tu voulais prendre la parole? Oui, je peux prendre la parole, mais j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc, je vais essayer de ne pas monopoliser. Alors, évidemment, c'est un sujet qui me passionne. Je dirais que pour ceux qui écoutent et qui découvrent pas l'infinitif, mais qui sont pas spécialistes de l'infinitif, ils se rendent compte là à quel point ce mode dit non personnel, dit finalement facile, parce que c'est juste le concept et puis c'est la définition du dictionnaire. Là, au moins, on ressort de l'exposé en ayant vu la complexité, la richesse sémantique et personnelle de ce mode. Et encore, on n'a pas tout vu là. On a vu certaines choses. Moi, je suis assez étonné. J'avais jamais regardé de près tous ces emplois. Je suis bluffé par toute cette richesse en fait, de toute cette richesse. Vraiment bluffé. Alors, j'ai des questions, j'ai des petites remarques ou des questions de détail. Et puis d'ailleurs, ça aurait été dommage de nous priver de l'optatif, effectivement, les dernières minutes montraient quand même une différence avec l'exclamatif qui valait la peine d'être vu. Alors, je vais commencer par la question qui me paraît qui m'a marqué le plus, si je la retrouve, parce qu'il y en a beaucoup. C'est concernant certains exemples sur les exemples avec Harpagon, Mhm. euh, que faire, etc. Bon, j'en ai relevé pas mal des comme ça aussi. Et la question que je m'étais posée, c'était est-ce que véritablement c'est de l'oral? Que faire ou courir ou ne pas courir et que Non, faire c'est de l'oral imité, hein. c'est ça. Alors Mhm. j'en avais parlé à Mareur, un colloque sur justement l'écrit, et j'avais parlé de faux oral. Alors lui, il avait tiqué, il avait dit oui, mais d'accord, mais faudrait théoriser ce que c'est que le faux oral. Et il avait raison, c'est-à-dire pourquoi est-ce que même ça a beau ne pas être, il semble pas possible à l'oral, il n'empêche que il faut, ça ne choque pas quand on le lit, quand on dit ou courir ou ne pas courir. Bon, il y a quelque, je sais pas ce que tu en penses. Bon, c'est-à-dire, ici, on a un procédé, disons, littéraire, c'est un monologue de théâtre, c'est pour montrer ce qu'il pense, en fait, n'est-ce pas? Donc, c'est artificiel en tant que chorale, quoi. C'est comme si Euh, c'était. Il y a des effets de discours indirect libre aussi, par ailleurs, dans oh, d'autres. oui, c'est apparenté, oui, oui. Mhm. Oui, exactement. Voilà, moi, je laisse la parole à d'autres en attendant si. En tout cas, on peut très bien dire à l'oral spontané, par exemple, que faire, surtout que ça devient vraiment figé, ça peut être une sorte de question rhétorique, que faire, il n'y a rien à faire, hein, n'est-ce pas? Oui. Donc, on dit exactement le contraire. Euh, donc, ça dépend aussi des phrases, n'est-ce pas? Mhm. Oui, oui, et du genre de discours, vous avez tout à fait raison de mettre l'accent aussi sur le genre de discours, parce qu'effectivement, quand on a le monologue d'Harpagon, ou courir ou ne pas courir, on imagine mal réaliser ces phrases en interaction réelle, alors que le que faire euh, signifie bien, effectivement, une sorte de justification de je ne vais rien faire. Mhm, mhm. En fait, en réalité. Et ça serait limité peut-être, c'est à creuser, je ne sais pas, à quelques verbes. Il y a que faire, que dire. Alors, oui. Euh, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de relations. Je ne sais pas. Hein, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de relations entre faire et ensuite les reprises par des infinitifs. Euh, alors, j'ai pas les exemples devant moi, mais Oui, parce que faire, on a ce verbe vicaire en quelque oui, c'est sorte, ça. et ensuite on précise, n'est-ce pas? On peut faire ça et ça. Donc, que faire à Florence, et ensuite on indique. Mais c'est aussi un texte littéraire, et parmi les textes littéraires, on a différents genres, et parfois on exploite, pour les besoins d'un genre particulier, certains procédés grammaticaux, n'est-ce pas?
Le titre, c'était Lettre à Madame Z, si je ne me trompe pas. Mais à vrai dire, c'est une personne tout à fait fictive. Ce n'est pas même une vraie lettre. L'auteur reformule en quelque sorte ses pensées. Donc, vous voyez, c'est C'est vrai qu'il vraiment faudrait pouvoir. spécial. Vous avez raison, hein, le fait de voir quels sont les verbes qui favorisent ce genre de construction en Mhm, français et en polonais, puisque la comparaison est mhm, là. Et effectivement, c'est pas lié à tous les verbes. Je veux dire mhm, que faire, que manger, que dire, mhm. que Comment j'ai ça préparer. devient philosophique. Oui, voilà. Oui, c'est ça, hein. Est-ce que C'est c'est... ça. Oui, c'est totalement différent. Le sujet le sujet, dans ce cas, plus... Il y a une sorte d'ouverture de possibilités de sujet différentes en fonction du verbe Ouais, utilisé. exact. Et Mhm. c'est le cas en polonais aussi ou pas? Oui, je crois, oui. Bon, il faut creuser, mais vraiment, à part certaines contraintes, comme impossible d'avoir une question, une vraie question, une demande d'information avec un infinitif, sinon l'emploi est comparable. Et l'impossibilité d'avoir ces questions déontiques en français. Donc, j'ai posé la question aujourd'hui, je me connecte à quelle heure? C'est l'infinitif en polonais. Donc, Ah oui! vous voyez, ça n'existe pas en français. Donc, à part ces divergences, les emplois sont vraiment assez semblables. Et dans le discours médiatique aussi, dans l'utilisation de l'infinitif, par exemple, où sortir ce soir? Ou que faire, que faire si, etc. Où sortir ce soir? Euh, Parce que là, on a un sujet qui est jeu, qui est, comme vous avez dit, vous dites qu'on a sujet interprétatif qui est un tel et un tel. Mais l'intérêt de l'infinitif, c'est justement l'effacement du sujet syntaxique pour permettre un éventail de possibilités interprétatives qui vont dépendre des genres de discours, finalement. Et est-ce que c'est Oui, le sauf cas? que, par exemple, je me connecte à quelle heure avec cet infinitif en polonais, c'est systémique. C'est toujours le locuteur. Donc, on a quand même des contraintes. Là, on n'a pas vraiment, on n'est pas libre. Donc, c'est toujours le locuteur. Et Donc, est-ce que vous avez dans le discours médiatique, le où sortir ce soir, par exemple dans un journal ou une page, ouais, 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 ouais. de la même Mhm. façon, c'est un Ouais, infinitif ouais, je aussi? crois de la même façon, il Ok. faut creuser, comparer vraiment, établir un corpus parallèle, des textes parallèles, ce qui n'est pas facile. Oui, c'est sûr. Oui, oui, mais ça fonctionne de la même manière. Mhm. Je voudrais faire justement à propos de ces titres où sortir ce soir. Mhm. Parce que il y a, au tout début de l'exposé, il y avait des phrases qui ressemblaient à ça. Euh, mais ce que j'ai constaté, c'est que dans les titres de presse à l'infinitif en français, quand ils sont dépourvus d'un point d'interrogation, c'est-à-dire comme ils sont présentés en quelque sorte comme une sorte de proposition interrogative indirecte sans verbe régi, mais tout ça c'est discutable qu'il y ait un verbe régi. Hein. Mais Mhm. on a des choses du type où sortir ce soir, quand Mhm. déclarer ses impôts, euh, qui pour remplacer, comment il s'appelle, Barnier, qui pour remplacer Barnier. Alors, encore que cet exemple-là, c'est pas le meilleur, mais parce qu'il est construit. Mais j'ai constaté que euh, systématiquement dans l'article, on avait des réponses. C'est-à-dire qu'en fait, on a un effet de Oui, liste. La réponse est jamais égale à zéro. Alors, je ne sais pas ce qu'il oui, en est en polonais, alors que quand on a un point d'interrogation, ça peut être une question rhétorique, ça peut être une. J'ai beaucoup aimé toutes les finesses de sémantique que tu as dites sur. Moi, pour moi, c'était qu'un gros paquet les questions rhétoriques, mais en fait, non, c'est bien plus fin que mhm. ça. Mhm. Et voilà, donc alors, je ne sais pas comment c'est en polonais. Est-ce qu'on on a cet effet-là ou Ouais, je crois on a cet effet-là. Et justement, je rangerais cela sous les subjections, c'est-à-dire le locuteur semble délibéré, mais il connaît la réponse et il la fournit. Et c'est cet emploi qui sert de titre, très souvent, n'est-ce pas? Donc, donc, où sortir ce soir, n'est-ce pas? Et ensuite, on indique, on peut faire ça, ça, ça et ça. On ça donne la toujours? liste, C'est n'est-ce pas? jamais égal à zéro.
Il y a toujours Non, une mais réponse. voilà. Mhm. Alors qu'on a des questions dont les réponses peuvent être égales à zéro. Et là, c'est pas du tout le cas, et c'est assez amusant. Oui. Euh, je sais pas s'il y a peut-être si quelqu'un d'autre veut poser une question, sinon j'en ai plein, mais Je connais l'infinitif. Oui. Mhm. Bonsoir. 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 J'aimerais bien vous poser une question. En fait, c'est par rapport à ces interrogations de type que faire, que dire, que parler. Peut-on dire de ces interrogations, pardon, qu'elles sous-entendent des exclamations? Elle met l'accent sur des situations bloquées qui sont impossibles à résoudre et du coup, elles sous-entendent des exclamations. Ils sont pas en réalité, ce ne sont pas de vraies questions. Oui, effectivement, on avait, c'était donc la question délibérative. Donc, que faire? On peut chercher la réponse, mais ça peut être tout simplement intuitif. Donc, que faire? Que faire? Elle s'exclame tout simplement, n'est-ce pas? Elle ne sait pas quoi faire, mais c'est vraiment un désespoir, donc un sentiment, n'est-ce pas, qui est Oui, exprimé ici. Donc, la frontière, elle est fine entre les questions et les exclamations, n'est-ce pas? Donc, parfois même dans la graphie, on a un point d'interrogation qui est suivi d'un point d'exclamation pour traduire cet effet. Dans les questions délibératives, la réponse est autolocutée, mais elle n'est pas toujours trouvée, hein. D'accord? oui, Donc, dans ce cas-là, c'est une exclamation. C'est pas d'accord. vraiment une question. Donc, une vraie question, c'est juste cette demande d'information ou bien éventuellement cette demande De de réponse? directive, n'est-ce pas? Oui, Mhm. c'est-à-dire que c'est vrai que on a tendance à penser qu'une interrogation, c'est X demande à Y de répondre à quelque chose qu'il ne sait pas. Mais si on détaille toutes les questions possibles, toutes les finesses de questions, on peut arriver à plus d'une dizaine au moins. Ouais, Ça peut être les questions, là tu parles, moi j'appelle ça des questions pédagogiques, la question de l'examinateur à voilà. l'examiner, Mhm. c'est le contraire, il veut vérifier que l'autre, et, et les formes linguistiques qui vont être utilisées ne vont pas être les mêmes. Et Mhm. c'est pas synonyme, les formes interrogatives, elles sont pas synonymes, elles sont véritablement plus ou moins spécialisées. Spécialisé. Euh, bon, ça c'est un fait connu, mais pas assez travaillé à mon avis. C'est vaguement vu dans les grammaires. Par Mhm. exemple, les formes en tu sais qui euh, ne peuvent pas porter sur quelque chose qui peuvent porter sur quelque chose qui a été dit antérieurement, etc. Enfin, il ne Mhm. s'agit pas de parler de ça là, mais et vraiment là, tu le montres bien. Là, il y a que ça vient appuyer certains types, Mhm. surtout quand on compare avec l'indicatif. Mhm. Alors moi, j'ai juste une question, vraiment une question très syntaxique. C'est l'exemple 28. Un homme payait une femme. Mhm. Alors, je sais pas exactement ça, un homme de 50 ans, mais Mhm. euh, je suis allé à l'essentiel. Parce que Mhm. là, c'est une forme qui m'intrigue, Mhm. qui m'a toujours intrigué. Parce que Mhm. là, on a quand même un sujet. Il est là, le sujet. Euh, C'est-à-dire, bon, c'est une forme juxtaposée à l'infinitif, parce qu'on ne peut pas considérer cela comme un sujet syntaxique, n'est-ce pas? Parce que sinon, ça relèverait du créole. Dans une grammaire, je ne sais pas c'était de qui, j'ai trouvé cet exemple. Et là, le commentaire était exactement celui-ci. Donc, c'est du créole, n'est-ce pas? C'est moi, être, etc. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas du français, ce n'est pas du polonais. Donc, on- ce n'est pas le sujet syntaxique, c'est juste, disons, un terme de départ qui est indiqué, n'est-ce pas? Qui permet d'interpréter la phrase. C'est juste le sujet interprétatif, n'est-ce pas? Un homme de 59 ans payer une femme, le vieux drôle. On a cette construction, n'est-ce pas? Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe indéfini
Et ça n'a rien à voir avec, à mon âge, boire un bouillon, un pareil bouillon. Parce qu'à vrai dire, à mon âge, boire un pareil bouillon, c'est dit par Alexandre qui a acheté l'étude à Roquin, l'étude notaire à Roquin. Et c'est Roquin qui a perdu sa fortune en payant ses maîtresses. Et ça, c'est le commentaire d'Alexandre qui dit, bon, en généralisant en quelque sorte, mais cela concerne Roquin, un homme de 59 ans payait une femme et il commente ensuite le vieux drôle, n'est-ce pas? Donc, on a ici une généralisation et je vois mal l'infinitif en polonais. C'est impossible ici. En polonais, pour avoir cette juxtaposition, il faut vraiment avoir une reprise. Comme dans Elle commence à vieillir, elle, c'est Sophie. Donc, Zosia vieillir, donc on a cette reprise directe, ça c'est possible. En revanche, ici, c'est trop loin, je dirais, donc on ne le dira pas de cette manière en polonais. Ça, c'est sûr. Et en revanche, en français, c'est attesté dans différents textes, n'est-ce pas? Est-ce que je peux Oui, poser une question vis-à-vis de ça? En fait, effectivement, on a un implicite et on a beaucoup de... euh, en fait, dans cette phrase, on a quand même un article indéfini qui ne pourrait pas être autre. En fait, c'est impossible d'avoir autre chose qu'un homme. En fait, c'est impossible d'avoir autre chose qu'un article indéfini ici pour avoir l'infinitif derrière. voilà. En fait, je pense que parce que en fait, on a un homme de 59 ans payé une femme, le vieux drôle. Est-ce qu'on pourrait avoir l'inverse? Je réfléchis en même temps que je le dis. Le vieux drôle payer une femme, un homme de 59 ans. Oui, Admettons. mais on peut avoir Macron démissionné, vous n'y pensez pas. C'est Voilà. vraiment une forme. Et, Ah oui, alors, d'accord. Donc ce serait pas indéfini totalement. oui, Non. Oui, mais non, mais justement, non, mais il y a quand même des inférences. T'es obligé d'avoir une inférence entre la phrase précédente et la phrase suivante. C'est impossible. Euh, à mon âge, boire un pareil bouillon est Mais peut-être nécessaire l'extrait est pour trop court. inférer un homme de 59 ans et ensuite le vieux drôle. non, mais Alors, c'est il vrai que faudrait Je me peut-être un trompe peut-être, je contexte sais plus pas. large. Un contexte plus large, parce qu'à mon âge, boire un pareil bouillon, c'est Alexandre qui commente sa situation à lui, euh, qui était causée justement par Roquin, donc un homme assez âgé qui a perdu sa fortune en payant ses maîtresses, n'est-ce pas? Donc peut-être il serait mieux de mettre plusieurs phrases pour voir mieux le contexte. Mais ensuite, il commente à la fois l'attitude de ce personnage et il généralise. Bon, en général, un homme assez, disons, de 59 ans, payer une femme, donc on va du singulier vers Une le générique. généralisation. Mhm. c'est- je- Tous les hommes de son âge, c'est quand même. Et ensuite, on a cette expression, disons, négative. Donc, vous avez dit, n'y pensez même pas. C'est ça, cette expression qui confirme le caractère négatif, n'est-ce pas, de l'expression. Ici, on a cette qualification, le vieux drôle. Donc, Mais, c'est le personnage. mais du coup, c'est syntaxique ou culturel? Euh, Les inférences qu'on va faire du texte original à la traduction. C'est plutôt syntaxique ou culturel dans la manière d'interpréter les inférences. euh, je pense qu'il doit y avoir des deux, j'ai ouais, l'impression. Nécessairement, je me pose justement la question. Parce qu'en fait, on a la syntaxe, mais aussi ce que ça veut dire dans le contexte. Et puis, je me posais la question tout à l'heure, est-ce que les traductions sont récentes ou... Je voudrais juste revenir d'un point de vue syntaxique, parce que en pardon. y réfléchissant, j'ai l'impression que c'est un leurre. Il y a un leurre dans. Je me suis fait leurrer par un homme de 59 ans payé. Euh, bon, moi, j'ai pas payé, donc je suis moins leurré, mais en fait, parce qu'on a l'impression que le sujet, il est devant le verbe. Mais en fait, quand on manipule, je pense que on peut détruire cette relation, enfin la détruire. On peut la déconstruire cette relation. On peut très bien, je pense, avoir payé une femme, un homme de 59 ans,
ou bien des choses comme ça, ou bien Mhm. ou avec une intonation. Un homme de 59 ans payer une femme, ce qu'on Exact. Ou pourrait, bien à voilà, son âge, payer une femme. voilà, c'est ça. Donc je pense qu'en fait c'est un leurre. On a l'impression que, et en fait c'est juste un leurre dans lequel je suis tombé et j'ai honte. En tout cas, en polonais, c'est juste sa position ici n'est pas possible. Ouais, vous avez bien raison. Mais c'est intéressant quand même de voir, enfin, bon, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais les analyses contrastives, euh, il arrive assez fréquemment que ça soit juste une collection, pas une collection de ces échanges, c'est juste une juxtaposition, on compare, alors que là, par reflet, on apprend des choses sur le fonctionnement Voilà. du français. Mhm. Ça fait effet miroir et c'est intéressant, c'est drôlement intéressant. Oui, et les analyses contrastives, en fait, on remarque des choses qu'on ne voit pas normalement dans sa langue, n'est-ce Oui, pas? C'est par contraste qu'on aperçoit. Donc, on a par exemple des différences, donc c'est complètement pragmatique. Par exemple, quand on parle, je sais pas, le journal de 20 heures, donc quelqu'un interviewé va dire, bon, bonjour Madame Lapix, n'est-ce pas? Donc, impossible en polonais. En polonais, on va dire monsieur le rédacteur, etc. Donc, c'est culturel, c'est pragmatique. On dit comme ça et pas autrement. Donc, vous voyez? Donc, et on se rend même pas compte. Si on compare pas hein, des genres de discours, des emplois spécifiques. Donc, ça vaut toujours la peine. toujours. Toujours. C'est Toujours. c'est passionnant parce que ça met en lumière un certain nombre d'éléments qui sont vraiment très intéressants. Et le fait justement que ça existe ou non dans d'autres langues, c'est absolument passionnant. L'idée justement de regarder dans différents textes littéraires de différentes époques comment ça fonctionne en termes de sujets interprétatifs, c'est vraiment passionnant. C'est la raison pour laquelle je vous demandais si les traductions étaient récentes ou pas. Et bon, c'est une question à laquelle vous ne pourrez pas forcément répondre, mais est-ce que vous avez comparé des traductions récentes ou moins, et est-ce qu'il y a une différence ou pas, ou est-ce que ce n'est absolument pas pertinent? Mais bon, je ne vais pas non plus monopoliser la parole et les questions non plus. Je sais qu'il y a d'autres questions qui sont en préparation. Donc je ne sais pas si vous pouvez répondre. Donc, c'est-à-dire pour les traductions Oui, est-ce que, anciennes et récentes, bon, est-ce que, parfois, vraiment, bon, on a du mal à trouver des séries, donc on a juste une traduction. Donc, j'ai pas comparé, mais on peut imaginer, donc, par rapport à ma compétence de locutrice native, je peux juger si c'est archaïque ou pas, voilà. n'est-ce pas? Donc, pour cette traduction, donc, en ce qui concerne la syntaxe, c'est-à-dire cet opérateur modal et ensuite le passé, bon, c'est parfait. Sauf que ce qui est peut-être archaïque, c'est bawił się w utrzymanki, c'est une expression. Donc, payer une femme, c'est beaucoup plus neutre que parce que bawić się, c'est jouer, s'amuser. Donc, utrzymanki, ce sont les femmes qu'on paye. Donc, on ne le dit pas de cette manière maintenant, n'est-ce pas? Donc, D'accord. on va dire, je sais pas, payer une maîtresse ou quelque chose comme ça. Donc, mais en ce qui concerne la syntaxe, l'emploi de żeby et de la forme temporelle, donc, c'est tout à fait courant, n'est-ce pas? D'accord. Donc, c'est pas archaïque. Non, mais bon, sans archaïsme, je me demandais s'il y avait une évolution dans la manière de traduire qui pouvait être pertinente ou pas, ce qui n'est pas Euh, forcément le cas. pour la syntaxe, je ne crois pas. En tout cas, c'est pas très ancien comme texte, n'est-ce pas? Et la syntaxe n'évolue pas aussi vite que le lexique. Donc, C'est vrai. donc Ça voulait ici, pas vite. non. Hum. En revanche, en tout cas, ce que je peux vous dire, cette construction, donc moi, me moquer, etc., elle n'est pas du tout décrite dans les travaux polonais. Hein. D'accord. Hum. On Et ce a qu'on quel... remarque aussi à propos de l'infinitif dans les grammaires françaises, parce que dans les grammaires polonaises, il y a très peu d'exemples, on passe sous silence en général les emplois indépendants. Dans les grammaires françaises, parfois, j'ai l'impression, surtout en ce qui concerne l'exclamatif et l'optatif, tout est mélangé.
Et quand on regarde, et vraiment les exemples sont très courts, quand on cherche le contexte, on voit que vraiment on a différents emplois. Et parfois même on a des ellipses. Donc l'exemple que je trouve, que j'ai trouvé chez Sainte-Pelt et chez, bon, je sais pas, ailleurs aussi, c'était et peut-être boire quelque chose. Mais là, on a dans une phrase, donc deux phrases avant, voulez-vous boire, voulez-vous quelque chose et peut-être boire quelque chose. Donc c'est une ellipse. Ah, hmm, Donc, et c'est cité comme un infinitif indépendant. Et peut-être boire quelque chose. Donc, sorti de son Oui. contexte, hmm, oui. on peut pas poser cette question à son allocuteur. Et peut-être boire quelque chose comme ça. Non. Hmm. On peut essayer, mais faut voir la réaction. Voilà. Alors, Mais le résultat, Le résultat, hein? Mais est-ce que tu me parles à moi? voilà. Donc, il faut vraiment se méfier de ces exemples qui sont donnés par les grammairiens. Il faut vraiment Mhm, retrouver le contexte tout à fait. pour voir si vraiment cet infinitif est indépendant ou non, de quel emploi il s'agit, etc. Et il y a une différence majeure entre un emploi exclamatif et optatif. Et pourtant, c'est très souvent la même case. Ah oui, d'accord. Très bien. Ouais. à propos de contexte, il y a beaucoup de titres de presse qui montrent un dialogue, un extrait de dialogue en titre, hein, qui commence par un infinitif, alors que quand on va regarder dans le texte, en réalité, c'est pas un infinitif. Bon, ça a été bon, légèrement modifié. Moi, j'aurais une dernière question, parce que je vois à peu près le temps, puis il y a peut-être des personnes Et qui veulent Monica, dire autre Monica chose. a une question après. D'accord, bah, c'est mieux si c'est Monica. Ou Oui, bien, bonjour. Ah bah, je ne sais pas, tu veux laisser la parole à Monica et ensuite tu... Comme tu veux. oui, oui, pas de problème. Ça dépend si ça, si c'est, si ça relance tout de suite ou pas. Non, non, c'est mieux que. Je préfère Oui. Monica. Bon, je préfère Monica. Merci. Après, je promets que je À serai rapide. moi-même. Moi, préféré Monica. Moi, préféré Monica, Voilà. c'est pas mal ça. Là, c'est du petit indien. Bah, merci beaucoup de m'avoir donné, de m'avoir donné la parole. Non, je serai vraiment extrêmement rapide. Bon, avec ma question, je sors un peu de ce genre de discours parce qu'effectivement, ici, on est plutôt dans des extraits littéraires. En lisant que faire, je me suis interrogée sur aussi la dimension de l'oralité, vu qu'on parlait tout à l'heure aussi de changement de genre de discours et d'oralité. Par exemple, en polonais, qu'est-ce que ça donnerait? Quelque chose, une structure qui est souvent utilisée à l'oral en français, c'est-à-dire pourquoi faire? Au niveau de contrastif, qu'est-ce que ça donnerait en... Pouvez me donner un contexte plus large? Par exemple, j'ai en tête une scène de deux personnes qui parlent, une personne qui propose à l'autre, bah tiens, on pourrait aller, par exemple, faire un tour avant de manger, et l'autre qui la regarde parce qu'elle comprend pas le but de ça, elle dit mais pourquoi faire? En deux mots, pourquoi? Pourquoi faire en deux mots? Pourquoi faire en deux mots, Monica, c'est Oui, ça? c'est ça. Comme dans Pourquoi? Les Inconnus. Oui. Bon, je dirais, Ceux bon, qui en ont la polonais, rêve des années 80. il n'y aura pas l'infinitif, on va dire po co. Donc, pourquoi sans faire? Ah, d'accord. Ok. Hein. Il faudrait voir des contextes plus larges, mais je crois normalement ça va être pourquoi littéralement. Oui, ce Mais serait vraiment... pourquoi faire? Euh, on va quelque part, mais pourquoi faire? Non, mais dans quel but littéralement, disons, po co. Oui, oui, ça serait plutôt On n'aura pas la l'infinitif. considération. Bon, il faut bien sûr, parce que ce qui est figé dans une langue ne l'est pas forcément dans une autre, n'est-ce pas? Ou bien on a un autre type de figement. Donc Ok. ici, pas d'infinitif, non. Hmm. Il D'accord, oui. existe en italien, Monica, le pourquoi faire? Alors, pourquoi faire? Je suis en train d'y réfléchir. Et oui, on pourrait avoir effectivement la structure per fare che, même per far che avec une troncaison du E final, mais c'est beaucoup moins fréquent que la structure française. Mais il n'y a pas l'infinitif. Si, il y a l'infinitif fare, faire, Pardon. tronqué. On enlève juste on fait une élision de la voyelle finale. Ok. Finale. Voilà. Merci en tout cas pour la réponse et merci pour cette belle présentation. Il y a aussi des Pourquoi faire? différences. Mhm. Il y a aussi des différences dans l'infinitif injonctif. Par exemple, euh,
je sais pas, le renvoi vers une note de bas de page, par exemple, je sais pas, voir XY. Donc en polonais, on va avoir l'impératif, la deuxième personne, zobacz, pas l'infinitif en tout cas. Donc il y a pas mal de différences quand même entre les deux langues, même si il y a des emplois, il y a beaucoup d'emplois qui se retrouvent, hein. On pourrait avoir l'impératif, enfin, je l'ai repéré dans les notes de bas de page des cours du téléenseignement à Dijon. C'est-à-dire que quand le professeur parle à ses élèves, est dans une relation quasi affective, alors là, il n'y a pas marqué, on peut avoir vous consulterez ou n'hésitez pas à consulter tel manuel, etc. Mais Mhm, c'est impossible à imaginer dans un article scientifique. mhm. C'est pas possible. Alors c'était juste ma dernière question, qui est, c'est vraiment juste pour savoir comment ça se fonctionne en polonais. Parce que moi, il y a quelque chose pour moi qui a toujours été magique avec l'infinitif, c'est qu'on pouvait avoir des pronoms réfléchis qui sont censés corréférer au sujet, mais il n'y a pas de sujet. Et puis l'autre chose, c'est que ça peut s'accorder. L'attribut s'accorde en principe au sujet, mais il n'y a pas de sujet. Non, par exemple, dans Être belle demande du temps, c'était l'exemple de ma prof de Lavo, et ou l'exemple que tu donnes, je t'intéresser, je ne sais plus, Ah oui, avec mais un là, pourquoi t'être le évadé. pronom est invariable. On a juste ce, disons ce à toutes les personnes. Donc, au lieu d'avoir je me, etc., on a ce à chaque fois, donc pas de traces. Ouais, Désolée. c'est ça. Non, non, mais Ici. c'est pas. T'as pas à être désolé, c'est pas. C'est Donc, voilà. il y a moins de traces en polonais qu'en français. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Et sûr. ce qui Pour est, la- d'un d'un point de vue théorique, ce qui est intéressant, c'est que euh, la règle, c'est le pronom réfléchi est réfléchi au sujet. L'attribut du sujet s'accorde avec le sujet. Mais à l'infinitif, il n'y a pas de sujet. Mais ça s'accorde et il y a un réfléchi. Et ça, j'ai toujours trouvé ça assez fascinant. Et rien que pour ça, je trouve passionnant de s'intéresser à l'infinitif. En ce qui concerne l'attribut, on l'accorde quand on a un adjectif après, n'est-ce pas? On va l'accorder en genre, en nombre, mais pour le pronom non, parce qu'on a juste on a juste chien. Donc c'est chien à toutes les personnes, donc rien à faire. Sinon pour les traces, hmm, mhm. Et même, je sais pas, lisez vous-même en avoue. En polonais, on va avoir tout seul, tout simplement. Donc, il y a vraiment beaucoup moins de traces morphologiques en polonais qu'en français pour retrouver le sujet sémantique de l'infinitif. Ok, merci, merci. Merci beaucoup. C'est très intéressant. On dépasse un petit peu. Est-ce que certains d'entre vous à distance ont d'autres questions ou d'autres remarques ou juste des choses à dire? Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir clôturer la séance en remerciant énormément, énormément pour sa Merci présentation, beaucoup, Johanna. Joanna Merci beaucoup Gornikiewicz. à vous. Tu seras vu en différé par plusieurs Oui, personnes. par beaucoup de personnes qui m'ont demandé si c'était enregistré et si ils pouvaient avoir accès à la présentation à distance. Voilà. En France, c'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est bon, le Ouais, j'imagine. contexte n'est pas forcément facile, mais en tous les cas, merci infiniment. C'était très clair, très instructif, passionnant. Donc, Merci. merci. Je veux Merci juste beaucoup, dire Johanna. que ce n'est pas terminé, le travail, je creuse toujours, je n'arrive pas à On terminer suivra. parce qu'il y a toujours des trucs qui ressortent, donc ce n'est pas encore terminé. Si vous avez des exemples intéressants en français, n'hésitez pas à me les envoyer, d'accord? Avec Avec grand plaisir. grand plaisir. Exactement. Merci. Avec grand plaisir. Nous pouvons clôturer la séance si vous le souhaitez. Merci à vous.
Merci, merci de votre Merci accueil dans Merci notre Au beaucoup. et revoir. à la Merci. prochaine alors. À la prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.